Alors, donc je redémarre du coup, puisque vous avez fait qu'une question sur ce TD2 qui s'appelle donc opération élémentaire sur des qubits. On va voir. On s'intéresse à un qubit ou deux dans la partie 3, c'est-à-dire un système quantique dont l'espace des états est un espace de Hilbert de dimension 2. Support d'une information quantique élémentaire. Bon, on a revu tout ça dans le cours, il n'y a pas de problème. Et on nous rappelle l'expression des matrices de Pauli, sigma 1, sigma 2, sigma 3. OK. Alors, grand 1, opérateur d'évolution d'un qubit. Alors, comme pour tout système quantique, l'évolution d'un qubit peut être décrite par un opérateur unitaire comme notre U. Très bien. Donc qui préserve les normes et les produits scalaires. Dans cette partie et la suivante, on note petit u, un vecteur unitaire à 3 dimensions de coordonnées U1, U2, U3. Dans un repère cartésien, vérifiant donc U1 carré plus U2 carré plus U3 carré égale 1. C'est un vecteur unitaire de norme 1 donc. Et l'opérateur vectoriel sigma, dont les coordonnées associées sont les opérateurs sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc ça, c'est... Donc les matrices de Pauli, je ne les réécris pas, on verra quand on en aura besoin. Représentées dans la base 0, 1, par des matrices de Pauli données au préambule. Bonjour. Donc on a une base 0, 1, donc c'est un qubit, donc c'est l'espace des états à 2 dimensions, il y a 2 vecteurs de base, on les note comme ça, peu importe. Donc ce qu'on dit, je vais quand même l'écrire, donc c'est que sigma 1 dans cette base-là, parce que sigma 1 c'est un opérateur, donc son écriture en tant que matrice dépend de la base choisie. Donc dans cette base-là, sigma 1 s'écrit 0, 1, 1, 0, sigma 2, 0, i, moins i, 0, et sigma 3, 1, 0, 0, moins 1. Donc il faut connaître ces matrices de Pauli qui vérifient les propriétés que vous connaissez. Leur carré est égal à 1, etc., etc. Sigma 1, commutateur avec sigma 2, ça redonne du sigma 3 avec un coefficient, etc. Donc ce que vous voyez en fait, c'est que les éléments de base ici sont choisis pour être les valeurs propres de sigma 3, enfin, pardon, les vecteurs propres de sigma 3 associés à la valeur propre 1 pour 0 et moins 1 pour 1. OK, donc ça c'est le cadre. Alors, premièrement, on considère l'opérateur défini par U, donc c'est un opérateur prétendument unitaire, qui dépend de deux paramètres alpha et bêta, dont on nous dit que alpha est réel, que bêta est un nombre réel aussi entre 0 et 2pi, 2pi non inclus, et ça dépend aussi de petit u, donc un vecteur unitaire. Et donc cet opérateur s'écrit, est défini par E puissance I alpha cos bêta fois l'identité plus I sin bêta fois sigma scalaire U. C'est marqué U scalaire sigma, mais sigma scalaire U, c'est pareil. Donc ces paramètres sont quelconques. Donc du coup, on a toute une collection en fait d'opérateurs unitaires. Et ce qu'on nous demande de montrer, c'est d'abord que cet opérateur est unitaire et que du coup, il peut représenter un opérateur d'évolution. Et ensuite, mais ce n'est pas là tout de suite, mais je pense que c'est après, de montrer qu'en fait, tous les opérateurs, ou alors, bon, on verra si on nous le demande, en tout cas, je vous le dis, je pense qu'on le demande. Tous les opérateurs unitaires peuvent se mettre sous cette forme, donc d'où l'intérêt. Alors, est-ce que ça, c'est bien unitaire ? Bah, pour le savoir, il suffit de multiplier U par U croix et de voir si c'est égal d'ailleurs à U croix U, et ça doit être égal à l'identité. C'est ça la définition d'un opérateur unitaire. Donc, allons-y, on va écrire U croix.
Et puis, on va faire le produit. Donc, U croix, les mêmes paramètres, c'est, alors, si on passe à l'adjoint, ça c'est juste un nombre, il se transforme en son complexe conjugué, et puissance moins I alpha. Et puis, donc, l'adjoint d'une somme, c'est la somme des adjoints. Donc, on a ici, alors l'adjoint de l'identité, c'est évidemment l'identité. Cos bêta, c'est un nombre réel, donc ça ne change pas. Et donc, plus l'adjoint de ça, alors on va commencer par changer I en moins I. Sin bêta ne change pas, c'est un réel. Et puis là, alors, peut-être en le décomposant pour que ce soit vraiment explicite, on a sigma x ux plus sigma y uy plus sigma z uz. Et donc, si on prend l'adjoint de ça, donc vous voyez que ux, c'est juste un nombre réel. Enfin, ux, y... Ah, d'ailleurs, je les appelais x, y, z, je devrais l'appeler 1, 2, 3, pardon. Hein, c'est vraiment ce produit scalaire, le produit scalaire entre ça et ça. Donc, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est un produit scalaire dans l'espace 3D, enfin, un produit euclidien, quoi. Produit scalaire euclidien. Donc, si je prends l'adjoint de ça, ces nombres-là sont des réels, ils restent eux-mêmes, et eux passent à leur conjugué, enfin, sigma passe à sigma croix, mais les sigma sont tous auto-adjoints. Hein, d'accord. Si vous prenez la transposée de conjugué de chaque matrice, ça donne elle-même. Donc en fait, sigma x croix, c'est sigma x. Donc là, je peux réécrire. En fait, ça ne change rien. Cette expression, quand vous prenez l'adjoint, ne change pas. Donc, je peux laisser ça à nouveau. Et donc, il faut faire le produit des deux. Alors, si je fais u croix, alors e puissance i alpha fois e puissance moins i alpha, ça fait 1, c'est très bien. On a un cos carré bêta, donc c'est ça fois ça, hein, on est d'accord. Alors, l'ordre est important parce que les matrices sigma ne commutent pas nécessairement. Enfin, elles ne commutent pas. Donc, cos bêta fois l'identité. Alors ensuite, j'ai plus i fois sin bêta. D'accord, je fais tout ça fois tout ça. Donc j'ai fait ça fois ça. Maintenant, je fais plus ça fois ça. Ça fait ça fois ça. Mais après, je vais avoir moins ça fois ça. Et donc, c'est la même chose. Hein, d'accord, donc ça fois ça, moins ça fois ça, c'est pareil. Donc ça fait 0. Je ne l'écris même pas. Et donc, il me reste ça fois ça. Et donc, j'ai i fois moins i, ça fait 1. Sin bêta fois sin bêta, ça fait sin carré bêta. Et là, maintenant, je dois avoir sigma scalaire u fois sigma scalaire u. Alors, comment on fait ça? Donc, le sigma scalaire u, c'est ça. Donc, c'est lui fois lui-même. Alors, il y a beaucoup de termes. Sigma, alors, il y a beaucoup de termes, mais on va utiliser les relations de commutation. Donc, lui, alors sigma x carré, ça fait l'identité. Donc je vais avoir, donc lui fois lui, ça fait juste u1 carré. Après pareil, je vais avoir lui fois lui, ça va faire plus u2 carré. Et lui fois lui plus u3 carré. Puis après, je vais avoir les termes croisés. Donc ça va faire 1 puisque le vecteur c'est un vecteur unitaire. Donc c'est tout ça fois l'identité. Donc ça, c'est les termes directs. Alors ensuite, j'ai... ok. Je suis en train de me dire qu'on pourrait peut-être être très astucieux. On va le faire quand même explicitement, parce que c'est un TD, c'est fait pour aussi calculer. Mais en fait, sigma scalaire U, si on pense à l'opérateur spin, vous vous rappelez, l'opérateur spin, pour un qubit, c'est en fait h bar sur 2, cet opérateur de matrice de Pauli. Et donc, sigma scalaire U, à h bar sur 2 près, c'est en fait S scalaire U. Donc en fait, c'est l'opérateur spin dans une certaine direction. Et ça, au carré, ça fait 1. D'accord? Ça fait 1 parce que ça, enfin à h bar sur 2 près, ça c'est l'opérateur spin juste dans la direction x.
Ça, c'est l'opérateur spin dans la direction z, enfin dans la direction pour laquelle ces vecteurs-là sont les vecteurs de base. D'accord ? Donc en fait, le sigma scalaire u, c'est juste, c'est un sigma dans une certaine direction, si vous voulez. Et donc, son carré va être égal à 1, comme c'est le cas pour tous, tout simplement parce que les valeurs propres, en fait, ça c'est un opérateur dont les valeurs propres sont 1 et moins 1. Donc si on l'écrit, cet opérateur, dans la base, enfin sous forme matricielle, dans la base de ses vecteurs propres, 1 et moins 1, bah, ça va donner ça. Et si vous faites ça au carré, vous multipliez lui par lui-même, évidemment, 1 fois 1, ça fait 1, et moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc ça fait bien l'identité. Donc on va trouver l'identité quand même. Donc je pourrais en fait m'en tenir là. Et du coup, bah voilà, ça fait l'identité. J'ai cos carré plus sin carré fois l'identité. Et donc, ça fait l'identité. C'est ce qu'on voulait. Donc, voilà, c'est fini, moyennant cette astuce, entre guillemets, c'est-à-dire réaliser qu'en fait, le sigma scalaire U, là, c'est comme, enfin, ou comme le S, l'opérateur spin scalaire une direction, c'est l'opérateur composante du spin dans la direction en question. Donc ça, c'est... Bon, alors, si on veut être un peu plus calculatoire, eh bien, on fait explicitement, donc on développe, comme j'ai dit là, donc on vient de faire les termes sigma x carré, sigma y carré, sigma z carré. Alors ensuite, on va avoir lui fois lui, plus, je vais en écrire un, donc plus U1, U2 fois sigma x, sigma y, mais il va y avoir ensuite l'autre, donc il va y avoir plus U2, U1, sigma y, sigma x, d'accord? Hein, si je développe ça, c'est ça fois lui-même, donc j'ai lui fois celui-là du deuxième terme, plus lui fois le x du deuxième terme. Hein, donc ça va me donner ça. Or, sigma x, sigma y, plus sigma y, sigma x, ça fait quoi ça? 0 hein, vous vous souvenez de ça? Ça anticommute, hein, enfin, vous pouvez le revoir. Donc, effectivement, ce terme croisé, ici, vos zéros, bah, en fait, ils sont tous identiques. Enfin, je veux dire, c'est des permutations circulaires des mêmes choses, et donc ils seront tous nuls. Et donc, on retrouve qu'effectivement, ça fait. OK? Bon, donc effectivement, cet opérateur écrit sous cette forme est bien un opérateur unitaire. On pourrait vérifier que U croix U, c'est égal à 1 aussi. Enfin, ça va de soi, hein, c'est juste... D'accord, c'est juste changer alpha en moins alpha et bêta en moins bêta. D'accord? Passer de là à là aussi. On peut le voir comme ça. Et donc, comme on l'a fait, on a montré ça quel que soit alpha, quel que soit bêta. Du coup, on a aussi l'autre expression. Bien. Alors, deuxièmement, soit la matrice ABCD. Allons-y. Je vais laisser l'expression que l'on ait besoin. Alors, soit la matrice A, le B est à droite, B, C, D, dont les coefficients sont des nombres complexes, a priori quelconques. Donc, A, B, C, D. Pardon, complexes, justement. À quelles conditions sur A, B, C et D, cette matrice est-elle unitaire? Bon. Alors, c'est aussi du calcul. Donc, si j'appelle cette matrice M, alors, quelles conditions elle est unitaire? Donc, il faut que M fois M croix soit égal à M croix fois M soit égal à l'identité. Alors, que vaut M croix? Je vais l'écrire là. Alors, je prends la transposée conjuguée. Donc, la conjuguée, ce serait
ça, et puis B étoile et C étoile, et je la transpose. Donc j'ai B étoile ici et C étoile là. D'accord? Donc voilà la matrice transposée conjuguée. Pardon, il manque une croix là. Et ben je fais ce produit. Donc j'ai A. Alors, donc le produit MM croix, là, celui-là, il est égal à. Alors, première ligne, première colonne, première ligne, première colonne, A étoile plus B étoile, c'est-à-dire module de A carré plus module de B carré. OK. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. A, C étoile plus B, D étoile. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. C, A étoile plus D, D étoile. Et puis, deuxième ligne, deuxième colonne. C, C étoile plus D, D étoile, c'est-à-dire module de C2 plus module de D2. Voilà. Bon. Et donc, on veut que ça, ce soit l'identité. Eh bien, bah voilà, il faut donc que ça soit égal à 0. Que ça soit égal à 0. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est le complexe conjugué de ça, en fait. Donc, si lui est égal à 0, lui sera aussi égal à 0. Donc, ce n'est pas deux conditions différentes, c'en est qu'une, mais bon, OK. Donc, première condition, il faut que ça soit nul. Et deuxième condition, il faut que ça soit égal à 1. Et troisième condition, il faut aussi que ça soit égal à 1. Voilà, donc ça fait un certain nombre de conditions. Qu'on va énoncer. Qu'est-ce qu'on nous demande précisément? À quelles conditions? OK. Bon, bah, la réponse, c'est il faut que A2 plus B2 égale module de C2 plus module de C égale 1 et AC étoile plus BD étoile égale 1. Bon, on ne nous demande pas grand-chose de plus. Donc, vous voyez que ça veut dire que le A, ici, ça veut dire qu'il existe un certain angle θ, tel que module de A, c'est cos θ, et module de B, c'est sin θ. Et puis, il existe un certain phi, tel que module de C égale cos phi, et module de D égale sin phi. On peut dire ça, par exemple. C'est pas faux. Alors, c'est leur module. Hein, leur phase est a priori libre. Mais par contre, il faut que ça soit égal à 1. Du coup... 0, oui, merci. Absolument. Il faut que ça soit 0. Du coup... Bon, je ne sais pas si... On ne nous demande pas spécialement de détailler ça, donc peut-être qu'on ne va pas en dire plus. On ne va pas en dire plus. On pourrait retrouver l'expression U comme ça, mais vu la troisième question, on ne nous demande pas de le faire comme ça. La troisième question, donc si on s'arrête là, la troisième question, c'est en raisonnant sur le nombre de paramètres libres réels, montrer que toutes les matrices unitaires agissant sur l'état du qubit peuvent être mises sous la forme de notre opérateur U de tout à l'heure. Alors, le nombre de coefficients, le nombre de paramètres libres réels. Alors, combien vous envoyez des paramètres libres réels? Là, au départ, il y en a 8. D'accord? De là, de là, de là, de là. Donc, il y en a 8, mais effectivement, il y a 3 contraintes. Donc, il y a 5 paramètres libres réels. Ah, pardon. Non. Ah non. Ça... Ah oui, ça, c'est 2 contraintes. Il faut que la partie réelle soit nulle et que la partie imaginaire soit nulle. Ouais.
Donc en fait, il y a 4 paramètres libres. Je ne peux pas dire la même chose là, parce que ça, c'est réel par construction. D'accord? Donc dire que la partie imaginaire de ce nombre-là est nulle, ce n'est pas une contrainte. C'est toujours nul. Quels que soient les nombres que vous prenez, le module au carré, c'est toujours réel. Hein. Donc ça égale 1, si je les sépare, ça égale 1, c'est bien une contrainte réelle. Ça, c'est une contrainte réelle, mais ça, c'est 2 contraintes réelles. Ça veut dire que la partie réelle de ça est nulle et la partie imaginaire de ça est nulle. Donc, c'est 2 contraintes réelles. Donc, en fait, je vais dire, j'ai 8 paramètres, 4 contraintes réelles. Donc, 8 paramètres réels. Les parties réelles et imaginaires des 4 coefficients complexes. 8 paramètres réels, 4 contraintes réelles. Et donc, finalement, 4 paramètres libres réels. OK? Et alors, du coup, effectivement, si on se souvient de l'expression de l'opérateur U de la question précédente, en fait, voilà, on avait U qui dépendait de ces paramètres-là. Donc, je vous rappelle, E puissance I alpha, cos bêta, I plus I, sin bêta, sigma scalaire U. C'est bien ça. Et donc, vous avez effectivement un paramètre réel ici, un deuxième là, et là, 3 paramètres, mais en fait que 2, puisque les coefficients, enfin les composantes U1, U2 et U3 sont reliées par cette expression-là, puisque c'est un vecteur unitaire. Donc effectivement, ça ne dépend que de 4 paramètres réels. Donc il y a autant de liberté dans cette écriture-là que dans celle-là si on impose que cette matrice soit unitaire. Donc une matrice unitaire s'écrit toujours comme ça, tout simplement. OK? Alors, donc ça c'est une analyse, si vous voulez, sur le nombre de paramètres libres. On pourrait en réalité retrouver directement une expression de ce type à partir, enfin, en poursuivant le développement que j'avais entamé ici, hein, puisque ça au carré plus ça au carré égale 1. Donc, il existe un cos θ tel que ça. Du coup, je peux écrire que ce cos θ, enfin, je peux écrire, pardon, que A, c'est un certain cos θ E puissance I, psi. D'accord? C'est-à-dire, d'accord, pour que son module soit cos θ, il faut que ce soit cos θ fois un truc de module 1. Là aussi, j'ai B qui doit valoir donc sin θ E puissance I lambda. D'accord? Un autre angle. Et là, pareil, je vais avoir C qui vaut cos phi E puissance I mu. Et donc D qui doit valoir sin phi E puissance I rho. Et ensuite, en écrivant ça, je vais pouvoir trouver des relations entre les mu, etc. Et puis, je vais faire sortir un truc comme ça à un moment, quoi. Bon, on ne va pas le faire, hein, c'est pas demandé, c'est sans doute un peu calculatoire. Donc, vous voyez qu'en raisonnant sur les paramètres libres, en fait, on s'en sort aussi. Bon, allez. C'est bon? Pas de questions là-dessus? Alors, on va passer aux choses sérieuses. Peut-être. Donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, tous les opérateurs d'évolution s'expriment comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans le cours, que les matrices de Pauli
associés à l'identité forment une base de l'ensemble des opérateurs qui agissent dans un espace de dimension 2. Une base de l'ensemble des opérateurs auto-adjoints. Parce qu'en combinant des opérateurs auto-adjoints, vous ne pouvez pas avoir autre chose qu'un opérateur auto-adjoint. Exprimé comme ça, vous voyez aussi qu'ils permettent d'engendrer les opérateurs unitaires, donc par une relation générique de ce type-là. Voilà. C'est plus contraignant, bien sûr. Alors, on peut avoir un opérateur unitaire qui n'est pas auto-adjoint, hein, bien sûr. D'accord ? Ouais. Par exemple, hein, l'opérateur unitaire d'évolution associé au hamiltonien, vous vous rappelez, si le hamiltonien est indépendant du temps, c'est quelque chose comme ça. H est hermitien, U est unitaire. Mais U n'est pas hermitien. Si vous prenez U croix ici, bah ça vous fait E puissance moins I. H. D'accord ? Et ça fois ça, ça fait 1. C'est bien unitaire, mais ce n'est pas auto-adjoint. Sauf, enfin, voilà. Sauf évidemment si H vaut 0. L'identité est à la fois auto-adjointe et unitaire. L'identité fois elle-même, c'est encore l'identité. Bon, bref. Juste pour ne confondez pas évidemment unitaire et auto-adjoint. Alors, grand 2, exemple d'opération élémentaire. Alors, on s'intéresse à des opérateurs d'évolution particuliers agissant sur un qubit et réalisant des opérations élémentaires, pouvant constituer les étapes d'un calcul sur un ordinateur quantique. Alors, on verra un petit peu plus tard dans le cours un petit peu le principe des ordinateurs quantiques ou les difficultés associées. Donc, bon, pour l'instant, c'est juste un TD pour débroussailler un peu les choses. Alors, donner la représentation matricielle de l'opérateur d'évolution qu'on notera UN, avec N qui veut dire note ou négation, c'est écrit un peu plus loin, correspondant au choix de paramètres alpha. Donc, UN, en fait, c'est le U de alpha, bêta, petit u de tout à l'heure, avec alpha égale moins pi sur 2, bêta égale pi sur 2, et petit u, le vecteur 1, 0, 0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le vecteur UX, enfin, ou U1, par rapport à... Enfin, bah, bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, donner la représentation matricielle. Alors, ce n'est pas dit dans quelle base, donc normalement, il faut une représentation matricielle, c'est dans une base, donc c'est bien sûr dans la base qu'on choisit depuis le début. Et donc, ça va nous donner... Alors, on a E puissance moins I alpha. Bon, je le réécris en toutes lettres. Donc, cos bêta I plus I sin bêta sigma scalaire U, d'accord. Donc ça, alors avec alpha qui vaut moins pi sur 2, donc ça fait E puissance c'est plus I alpha. Ah oui, pardon, merci. Donc ça fait E puissance moins I pi sur 2, donc ça c'est moins I. Moins I. Ensuite, alors cos de pi sur 2 c'est 0, parfait. Fois I, fois sin de pi sur 2, c'est-à-dire 1, et donc sigma scalaire U, et U1 ici, donc en fait c'est sigma 1. Donc en fait, ça c'est sigma 1. Tout simplement. D'accord ? Donc, représenté dans la base de départ, la base 0, 1, ça nous fait ça. Bon, très bien.
Pourquoi dit-on que cet opérateur réalise la porte logique négation lorsqu'il agit sur un qubit? Ah, oui, bien sûr. Excusez-moi. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est l'opérateur négation. Alors, donc, pourquoi on dit que c'est l'opérateur négation? Parce que vous voyez que si on applique... Donc, ça, maintenant, c'est un opérateur évolution. Oui, par rapport à la remarque de tout à l'heure, les matrices de Pauli sont à la fois unitaires et auto-adjointes. Bref. Donc ça, c'est la matrice de Pauli, mais là, c'est en tant qu'opérateur évolution, il permet de faire évoluer les états du système à partir d'un état initial à un état final. Et donc, si on part de l'état de l'état 0, on obtient, par l'évolution UN, on obtient, si j'applique ça à 0, j'obtiens évidemment, j'obtiens le vecteur 0, 1, c'est-à-dire maintenant, j'obtiens 1. Donc si je pars de 0, je trouve 1. Et si je pars de 1, par cet opérateur d'évolution, si je pars de 1, si je fais cette matrice fois 0, 1, puisque on est d'accord que le quête 0, dans la base des 0, 1, c'est ça, et le quête 1 dans la base 0, 1, c'est ça. Donc si j'applique cette matrice à celle-là, évidemment, j'obtiens l'autre vecteur. Donc en partant de 0, j'ai 1, en partant de 1, j'ai 0, donc j'ai inversé, c'est la négation logique de la logique binaire. Pas 0, c'est 1, et pas 1, c'est 0. Enfin, bon, voilà. Donc c'est bien l'opérateur négation. Voilà pourquoi il s'appelle comme ça. Alors, cinquièmement, quelle est l'action de UN sur les états plus et moins que je vais écrire et commenter? Ok, alors. Pas de questions là, hein? C'est bon? Alors, là. Quelle est l'action de UN sur les états plus? Alors, plus, c'est 1 sur racine de 2, 0 plus 1, les deux états de base, donc combinaison des deux états de base qu'on utilise, et moins, c'est 1 sur racine de 2 de 0 moins 1. Donc c'est deux combinaisons à part égale, si on peut dire, de chacun des vecteurs de base. Le racine de 2 ici permet de normaliser évidemment l'état. Et puis vous voyez que ces deux états sont orthogonaux. Si vous faites ça scalaire ça, vous allez avoir 1,5 moins 1,5 qui fait 0. Bien. Alors, quelle est l'action de UN là-dessus? Eh bien, allons-y. UN sur plus. Alors, je pourrais, puisque j'ai UN ici, je pourrais écrire le vecteur qui correspond à plus dans la base 0, 1. Et donc, comme ça fait 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. Je fais le produit et je trouve 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Ou bien, sans passer par une représentation matricielle, j'écris que UN est un opérateur linéaire, donc appliqué à tout ça, ça fait 1 sur racine de 2. UN appliqué à 0, ben c'est 0. C'est 1, puisque c'est la porte note, plus UN appliqué à 1, ben c'est 0. Et donc, je retrouve bien lui-même. Donc, soit de façon purement algébrique, par linéarité, j'obtiens ça, soit j'écris explicitement l'opération dans une
dans une représentation, dans une base donnée. Dans tous les cas, je trouve qu'on a ça, bien sûr. Enfin, bien sûr, voilà, c'est le résultat. Et pour moins, alors UN moins, bah alors je vais procéder comme ça, sinon c'est pareil, hein, ce serait ça, et vous allez trouver ça, voilà le calcul explicite avec des composantes, et sinon, ça fait 1 sur racine de 2, UN appliqué à 0, ça fait 1, plus UN appliqué à moins 1, ça fait moins 0, et donc là, vous avez bien l'opposé du moins de départ, comme ici. Bon, donc c'est vraiment très simple. Commenter, bah, c'est quoi le commentaire là? Voilà, plus est vecteur propre de UN avec la valeur propre plus 1. Et moins est vecteur propre de UN avec la valeur propre moins 1. Alors, comme vous connaissez les spin ennemis, vous avez tout de suite repéré que si ça c'est plus dans la direction Z et ça c'est moins dans la direction Z, hein, d'accord, si ce sont les vecteurs qui correspondent à un spin up, spin down, comme on dit, dans la direction Z, eh bien vous reconnaissez ici le spin up dans la direction X. Hein, cette expression, et là le spin down, le spin down dans la direction X. Normal, puisqu'en fait, UN, ce n'est rien d'autre que la matrice sigma X, standard. En fait, vous voyez qu'il y a plusieurs lectures de la même réalité algébrique. Cette matrice, en fait, dans un espace à 2 dimensions, on ne peut pas faire grand-chose, d'accord? Les matrices, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la même matrice peut être vue comme un opérateur spin, correspondant à une grandeur physique spin, enfin, ou h bar 2 sur h bar fois spin, ou bien comme un opérateur évolution. C'est la même matrice, mais ce n'est pas du tout le même processus. Dans un cas, vous mesurez le spin, donc vous avez une grandeur physique associée à... Pardon, vous avez un opérateur associé à la grandeur physique spin, ou composante de spin. Et là, dans l'autre cas, c'est juste un opérateur par lequel vous faites évoluer votre système. Donc, vous le mettez dans un environnement qui fait qu'il évolue de telle façon. Et il n'a pas 1000 façons pour évoluer. De toute façon, quel que soit l'environnement auquel vous soumettez un qubit, de toute façon, la seule façon dont cet environnement peut le faire évoluer, c'est via un opérateur unitaire, puisque la physique quantique est unitaire. Et on a vu que les formes possibles des opérateurs unitaires, ce n'est pas grand-chose, quoi. Il y a alpha, bêta et petit u. Donc c'est une combinaison de i et de l'opérateur spin dans la direction u, quoi. Alors avec un 2 sur h bar ici. Mais donc il n'y a que ça qui est possible. Avec des cos bêta, etc. Mais c'est juste des coefficients. Bon, bref. C'était un commentaire en passant. Alors, on considère, sixièmement, on considère à présent l'opérateur UH, appelé porte d'Adamard, correspondant au paramètre. Alors, cette fois, je vais faire ça aussi. Cette fois, on a alpha qui vaut moins pi sur 2, bêta qui vaut pi sur 2. Ah, bah c'est comme tout à l'heure, ça. Oui, d'accord. Et cette fois, on a U, donc je réécris alpha égale moins pi sur 2, bêta égale plus pi sur 2, et U, alors U cette fois c'est 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2. Donc c'est bien un vecteur unitaire, et il est orienté dans la direction, alors si ça c'est UX, ça c'est UY, et ça c'est UZ, donc ça correspond à... si je représente X, Y, Z, donc dans un repère comme ça, vous voyez que c'est le vecteur unitaire qui est dans le plan UX, UZ et qui est au milieu, quoi. Enfin, voilà. Je le fais en 3D comme ça, là, j'ai UY là. Voilà, donc c'est le vecteur qui est dans le plan X, Z et qui est unitaire. Bien. Alors, de représentation matricielle dans la base. Alors, bon, on nous donne la représentation matricielle, je ne vois pas trop pourquoi, parce que c'est trivial. Donc, il suffit à nouveau de remplacer le UH
Donc ça faisait, on le retrouve quand même. Donc ça, on a dit que le E puissance I alpha, ça faisait moins I. Ça vire, donc on avait ça fois I. Et donc on avait UX, enfin U1, pardon, sigma 1 sur racine de 2 plus sigma 3 sur racine de 2. D'accord? Si on écrit vraiment U de alpha, bêta, petit u, ça fait ça, et moins I fois I, ça fait 1. Donc en fait, c'est sigma 1 sur racine de 2 plus sigma 3 sur racine de 2. Sigma 1, c'est 0, 1, 1, 0. Sigma 3, c'est 1, moins 1. Donc c'est bien tout ça sur racine de 2, bah, c'est effectivement ce qu'il nous demande, donc, enfin ce qu'il nous donne. Donc voilà. Donc on a vérifié que c'est vrai. 1, 1, 1, moins 1. Donc voilà l'opérateur appelé opérateur de Hadamard. Grand mathématicien, comme vous savez. Enfin, on appelle ça l'opérateur d'Hadamard, pas parce que Hadamard a travaillé sur les bits quantiques, on est d'accord. Il est dépanné. Il était mort déjà, je veux dire. Les ordinateurs quantiques étaient très très loin d'être nés. Mais il a travaillé sur ce genre de matrices qui ont un intérêt important d'un point de vue algébrique, et pour tout un tas de raisons. Et donc en hommage, on appelle ça l'opérateur d'Hadamard, parce qu'il a travaillé sur ces opérateurs dans un contexte tout à fait différent. Alors, quels sont les... vérifier que UH est un opérateur unitaire et déterminer ses valeurs propres. Les vecteurs propres associés ne sont pas demandés. On va quand même les calculer, on n'est pas feignant. Alors, il n'y a rien à vérifier, puisque U, c'est bien une... Enfin, ce U Hadamard s'écrit comme ça. Et donc, on a vérifié que pour quel que soit alpha, bêta, U, c'est unitaire. Donc, on va pas... Enfin, on peut le refaire si on veut, mais de toute façon, UH croix, comme vous le voyez, c'est lui-même, en l'occurrence. Donc, il suffit de vérifier que le carré de cette matrice, c'est bien 1. Bon, si on veut. Sinon, de toute façon, une fois qu'on aura ces valeurs propres, on pourra la mettre sous forme diagonale. Ce sera encore plus facile de montrer que son carré vaut 1. Donc, je ne le fais pas, parce qu'on n'est pas si idiot que ça. Enfin, si vous voulez, vous faites le produit, vous allez voir que, par exemple, première ligne, première colonne, ça va faire 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 2, et sur racine de 2 sur racine de 2, 2 sur 2, ça fait 1, et ça marche, et puis les autres, ça fait 0, enfin bon, bref. OK, alors, septièmement, déterminer les valeurs propres. Alors, quelles sont les valeurs propres? Bah, ça, c'est quelque chose que vous avez dû déjà remarquer. Pour un opérateur unitaire, les valeurs propres sont de toute façon de module 1. On est d'accord, hein? Puisque si vous mettez un opérateur unitaire sous forme diagonale, vous allez avoir lambda 1, quelle que soit d'ailleurs la dimensionnalité, hein, lambda 1, lambda 2, lambda n. Si vous mettez ça fois lui-même transposé conjugué, hein, ça transposé, c'est pareil avec des étoiles. Et si vous faites le produit, vous allez obtenir module de lambda 1 carré, module de lambda 2 carré, etc., module de lambda n carré. Et pour que ça soit égal à 1, il faut que le module de chacun soit égal à 1. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais enfin là, on va voir ce que valent ces valeurs propres. Mais on sait déjà qu'elles vont être de module 1. Si ce n'est pas le cas, on sait qu'on s'est trompé. Alors, allons-y. Donc, on veut... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on écrit directement ça fois quelque chose, c'est-à-dire AB, égale un certain lambda fois AB. Et c'est ça que ça veut dire, que ce vecteur-là est vecteur propre pour la valeur propre lambda. Et on résout, c'est un système de deux équations, à trois inconnus, puisqu'il y a lambda, A et B, mais évidemment, si vous multipliez ça par n'importe quoi, comme c'est linéaire, ça fera pareil. Donc c'est normal qu'il y ait une liberté. Quand vous avez un vecteur propre, vous pouvez multiplier par n'importe quel nombre, c'est encore un vecteur propre pour la même valeur propre. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait une équation
de moins que d'inconnu, puisqu'il doit y avoir à la fin un paramètre libre. Donc soit vous faites ça et vous obtenez à la fois lambda et les AB qui vont bien, soit, comme vous savez, vous écrivez le polynôme caractéristique, c'est ça? Vous avez l'habitude peut-être de faire ça. Vous cherchez le déterminant de UH moins lambda fois l'identité. Et ça, quand ça vaut 0, enfin, ça vaut 0 quand lambda est valeur propre. C'est-à-dire, quand ça vaut 0, ce truc-là n'est pas inversible. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, vous avez une valeur propre. C'est-à-dire, quand vous écrivez ça dans la base des valeurs propres, vous allez avoir un 0 sur la diagonale. Comment on fait? Qu'est-ce que vous préférez? Pas d'opinion? Quelqu'un veut le faire? Bon, d'accord. Donc, je sais pas. C'est peut-être bien. Si on fait comme ça, on va trouver directement les vecteurs propres ensemble, en même temps. C'est peut-être pas mal. On va voir ce que ça donne. Allez, donc ça fait, donc si ça égale ça, alors ce vecteur-là, c'est A plus B sur racine de 2, d'accord, et A moins B sur racine de 2. D'accord? Ça, c'est le vecteur UH fois vecteur AB. Et ça doit être égal à lambda A, lambda B. Alors, donc, comme on dit, il y a deux équations et 3 inconnus. Mais en fait, donc, comme si j'ai un vecteur, je peux multiplier par n'importe quel nombre, un vecteur propre, j'aurai encore un vecteur propre. Eh bien, je peux par exemple choisir que A est égal à 1. Pourquoi pas? D'accord? La seule chose qui m'empêcherait d'écrire que A est égal à 1, c'est si en fait A est égal à 0. Parce qu'auquel cas, je peux multiplier par n'importe quoi, je ne pourrais pas faire passer de 0 à 1. Mais si A est égal à 0 ici, ça veut dire qu'en fait, le vecteur qu'on a noté 1, c'est-à-dire le vecteur 0, 1, là, est vecteur propre. Mais là, ça se verrait. Ça veut dire que ce deuxième vecteur ici serait vecteur propre, donc il y aurait un 0 ici, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je peux très bien dire A égale 1 et résoudre cette équation. Donc si je dis que A égale 1, j'ai 1 plus B sur racine de 2 qui vaut lambda, et j'ai 1 moins B sur racine de 2 qui vaut lambda B. D'accord? Donc voilà l'équation qui me permet de chercher à la fois le vecteur propre lambda et la valeur propre lambda et le vecteur propre associé qui sera le vecteur 1b avec le b qui sort de là. Donc là maintenant j'ai effectivement deux équations à deux inconnus. Il y a juste à résoudre le système. Donc ça fait alors 1 plus b égale racine de 2 lambda. J'écris l'étape intermédiaire parce que je n'ai pas de recul là pour voir mieux. Donc on va faire racine de 2 lambda b. D'accord. Donc, oui, non, c'est pas extra ça. Non, c'est pas extra. Alors, je vais prendre du recul, ou bien vous allez me dire. Donc, je cherche. Je vais faire ça sur ça. Ça va éliminer lambda. Est-ce que c'est astucieux, ça? Ah oui, du coup, c'est marrant. Si j'élimine lambda, ça va me donner les deux possibilités pour les vecteurs propres, puisque ce sera indépendant de lambda, justement. On peut faire ça, c'est rigolo. C'est assez inhabituel. Donc, si je fais ça sur ça, vous voyez que ça me fait B qui est égal à donc, ça sur ça, c'est-à-dire 1 moins B sur 1 plus B. Et donc ça, c'est une équation donc, du second degré, et c'est normal puisque j'ai deux solutions.
je vais avoir B plus B2 égale 1 moins B, c'est-à-dire B2 plus 2B, 1. Ah oui, moins 1 égale 0. C'est ça. Et donc, les racines de ça, c'est B égale, alors, donc 1, donc plus ou moins, racine de 5. C'est ça? J'ai l'impression de partir dans le décor là. C'est ça? Huit? Ouais, enfin j'ai pris le discriminant réduit. B, 4, 8, ah oui. Ah oui, ben non, si, c'est ça. 4. Ah oui, c'est bizarre. C'était bon? Non. Non, 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 non. Ah, ok. Oui, mais sur 2. Mais oui, 1. Donc 1,5 plus ou moins. Racine, oui, B2 c'est 4 moins 4, c'est ça? Non, moins 4. Non, plus 4, oui, donc... Non, mais c'est ça? Vous vous rendez compte qu'on est sur une équation du second degré, là, quand même. C'est ça? Pourquoi je ne retrouve pas pareil si je fais le discriminant réduit? Ah non, B2 moins C. Ah oui, non, non, d'accord, d'accord. Non, pardon, pardon. Je suis complètement dans le zèbre. Ah, donc ça fait 1,5 plus ou moins. Ça, c'est 2 racines de 2, donc plus ou moins racine de 2, c'est ça? Donc les vecteurs propres sont... oui? Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça? Moins 1,5. Hein? Ah, moins 2. Oh là là là. Oh, c'est grave. Bon, la honte, le ridicule ne tue pas, donc ça va. Donc on a dit moins 1 plus ou moins racine de 2. Bon, ok. Oui, alors, ça, donc, et ça c'est B, ça. Donc on va prendre le premier, si B égale... je me mets là. Allez, j'efface même Adama. Donc si B égale moins 1 plus racine de 2, ça me fait lambda égale 1 plus B sur racine de 2. Donc 1 plus B, c'est racine de 2 sur racine de 2. Ça fait 1. Je me suis compliqué la vie en faisant le rapport. Là, je me suis dit que ça allait être rigolo, mais c'est pas rigolo du tout. D'accord. Et si B, donc ça, c'est le vecteur propre 1 et 1 plus racine de 2. Alors évidemment, il n'est pas normalisé, mais maintenant je peux le normaliser, ça c'est pas un problème. Et si B vaut donc moins 1 moins racine de 2, ça me donne lambda qui vaut donc 1 moins racine de 2 sur racine de 2, donc ça fait moins 1, bien sûr. Et on a ici donc 1 et... c'est un moins 1 ici, hein, pardon. Et moins 1 moins racine de 2.
OK. Bon. Et donc, je peux le normaliser. J'ai... donc ça, c'est pareil que 1 et racine de 2 moins 1. Et la norme de ça, c'est 1 plus ça au carré. La norme au carré, c'est 1 plus donc 2 plus... Bon, c'est chiant. Bon, bref. C'est peut-être pour ça qu'on ne nous demande pas les vecteurs propres. Enfin, c'est un multiple de allez, 1 et 1 moins racine de 2, divisé par la norme. Il n'y a pas de difficulté. On a perdu assez de temps. Et là, c'est 1 plus racine de 2. Voilà. Donc voilà deux vecteurs propres, non normés, mais peu importe. Il suffit de diviser par leur norme. Respectivement, vecteurs propres pour la valeur propre 1 et moins 1. Donc on voit que l'opérateur d'Adamar a bien comme valeur propre plus 1 et moins 1. Donc ils sont de module 1, c'est la moindre des choses, puisque c'est un opérateur unitaire, et il se trouve que c'est plus 1 et moins 1, donc comme pour les matrices de Pauli. Ça veut dire qu'un changement de base, justement, si on se met dans la base de ça et de ça, alors la matrice, l'opérateur d'Adamar, il s'écrit comme ça. D'accord ? C'est aussi l'opérateur d'Adamar écrit dans cette base-là, puisque lui, de valeur propre 1, lui de valeur propre moins 1. D'accord ? Bon. Alors, septièmement. C'est bon, pas de questions là? Enfin, je suis sûr que vous auriez fait plus vite que moi, mais bon, c'est une autre façon de faire. Pas génial. Mais... Bon, surtout qu'on nous demandait que les valeurs propres, donc il suffisait effectivement de faire déterminant de U moins lambda I, ça c'était immédiat, mais j'ai voulu être un peu plus gourmand. Alors, septièmement donc, vérifier que, quels sont les états produits par l'application de UH respectivement à l'état 0 et à l'état 1. Bon, bah, ok. Donc, UH appliqué à 0, ça fait, alors je vous remets la matrice, 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1. Donc ça, appliqué à 0, 0, le qubit 0, enfin l'état du qubit 0, c'est cet état-là. Et donc ça fait donc 1 sur racine de 2 en haut. Ouais. Et 1 sur racine de 2 en bas. Et ça, bah c'est en fait, c'est l'opérateur plus, c'est l'état plus qu'on a défini à la question 5. D'accord ? 1 sur racine de 2, 0, plus 1 sur racine de 2, de 1. Donc ça, en fait, c'est plus. Intéressant. Quand vous appliquez l'opérateur d'Adamar à votre qubit initialement dans l'état 0, eh bien, hop, ça le met dans l'état plus. Bon, d'accord. Et si vous appliquez l'opérateur d'Adamar à l'état 1, donc cette fois, vous appliquez ça à 0, 1, eh bien, ça va vous donner donc 1 sur racine de 2 en haut et moins 1 sur racine de 2 en bas. Et donc ça, c'est précisément l'état moins. Donc l'opérateur d'Adamar, en tant qu'opérateur d'évolution, si vous soumettez votre qubit à un environnement dont le hamiltonien est tel que l'opérateur d'évolution qui correspond, c'est l'opérateur d'Adamar, eh bien, il va transformer un état 0 en état plus et un état 1 en état moins. Bien. D'où l'intérêt de cet opérateur d'Adamar. D'accord ? Il fait exactement la combinaison, de 1 et de 0 qui donne à part égale, il mélange 0 et 1 à part égale, soit avec le signe plus ou avec le signe moins. Donc, ce que vous voyez, c'est que si on se dit que notre qubit, en fait, c'est un spin 1,5 et que le
le 0, c'est spin up dans la direction Z, et le 1, c'est spin down dans la direction Z. Ce que vous voyez, c'est que l'opérateur d'Adamar, il vous produit ce plus dont on a vu que c'était spin dans la direction X. Et moins, c'est spin dans la direction moins X. Donc il vous bascule le spin en quelque sorte, vu comme ça. Mais attention, il y a une autre façon, par exemple, à partir d'un spin-up, d'obtenir un spin suivant X. Bon, par exemple, il suffit de mesurer la composante X du spin quand vous avez un spin orienté suivant Z, et un coup sur deux, vous allez avoir ça, un coup sur deux, vous allez avoir ça. D'accord? C'est l'expérience de Stern-Gerlach, si vous orientez le Stern-Gerlach orthogonalement à l'axe de spin. Sauf que là, c'est déterministe, hein, d'accord? C'est à tous les coups, vous partez de spin up. Si vous appliquez UH, vous avez spin suivant X. Et si vous partez de spin suivant moins UX, vous arrivez à moins UZ, vous arrivez à moins UX. Donc c'est un opérateur d'évolution qui prend un qubit et qui le fait évoluer vers un état de façon parfaitement déterministe. Bien. Alors, calculer le produit scalaire hermitien de ces deux états résultants, plus, moins. Bon, bah, donc ça, c'est 1 sur racine de 2, 1 fois, enfin, scalaire, 1 sur racine de 2, 1 moins. J'avais déjà fait la remarque avant. Ça, c'est effectivement égal à 0. Et la remarque qui suit est importante. Pourquoi aurait-on pu donner ce résultat sans calcul? Pardon? C'est? Qu'est-ce qui est une base orthogonale? 0, 1 ou plus, moins? Oui, mais donc ça, on le sait, c'est notre base de départ. Pourquoi on aurait pu... Là, on constate qu'effectivement, ce vecteur est orthogonal à celui-là. Pourquoi on aurait pu l'affirmer sans calcul, en fait? Oui, un opérateur pas linéaire, unitaire. On est d'accord? Oui, c'est parce qu'il est... Parce qu'un opérateur linéaire ne conserve pas forcément le produit scalaire. Hein. Par exemple, pensez toujours à ça, un projecteur, c'est un opérateur linéaire. Donc vous partez, donc par exemple, vous projetez sur une droite, vous partez de ce vecteur-là, ça va donner celui-là. Vous partez de ce vecteur-là qui lui est orthogonal, ça va donner celui-là. Et les deux, non seulement ils ne sont pas orthogonaux, mais ils sont même collinéaires. D'accord. Donc l'application d'un opérateur linéaire ne garantit pas qu'un produit scalaire se conserve et que l'orthogonalité se conserve. Mais pour un opérateur unitaire, oui. Si vous avez une opération unitaire, vous partez de deux vecteurs qui font un certain angle. Après l'évolution, ils font le même angle. Le produit scalaire est le même. Et la norme aussi de chacun, évidemment, si vous faites lui-même scalaire lui-même, ça se conserve aussi. Donc ça conserve la norme, ça conserve l'orthogonalité, c'est juste un produit scalaire comme un autre, le 0. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, en l'occurrence, c'est un opérateur unitaire, donc on savait, enfin, c'est une autre façon de montrer que ça et ça sont orthogonaux, sans faire le calcul, puisqu'on part de vecteurs orthogonaux, forcément, on arrive sur des vecteurs orthogonaux l'un à l'autre. OK. Un rappel qui n'est peut-être pas inutile. Alors, huitièmement, que donne une nouvelle action de UH sur ces états résultants? Ah oui. Alors ça, on peut faire avec ou sans calcul. Donc si maintenant, donc huitièmement, c'est ça? Ouais. Si j'applique UH à l'opérateur plus, alors je peux le faire bêtement. Soyons bêtes 2 minutes. Ça nous reposera. 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1, que j'applique au vecteur plus, qui est celui-ci, et je fais le calcul bêtement, donc ça fait 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 2 fois 2 sur racine de 2, mais, alors, non, pardon. Il y a un truc qui est un piège. Quand on écrit une matrice avec un facteur comme ça, on a vite fait de laisser le facteur de côté. Ah oui, non.
Non, pardon. Le piège, c'est quand on calcule le déterminant. Donc là, c'est bon. OK. Donc j'ai 1 sur racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2. Donc 2 sur racine de 2, donc racine de 2 sur racine de 2. Donc ça fait 1. Et puis en bas, 0. Donc je trouve que ça, appliqué à plus, ça fait 0. Et sans surprise, UH appliqué à moins, si je fais ça, ça fait 0, 1, et donc ça fait... pardon. Spin. Bon, ça prend 2 secondes parce que c'est des matrices de 2, c'est très facile. Mais pourquoi c'est complètement inutile de faire ce calcul-là? Pourquoi il était évident que UH appliqué à plus, ça allait donner 0, et que UH appliqué à moins, ça allait donner 1? Exactement. UH au carré, c'est l'identité. Donc, quelle que soit la base dans laquelle on l'écrit, si on l'applique 2 fois, quel que soit l'élément dont on part, si on applique UH puis encore UH, on va retomber à l'élément de départ. Et ça, c'est l'identité... au carré, pardon. Ça, c'est l'identité parce que U est unitaire et aussi auto-adjoint. Donc, le UU croix, c'est en fait U fois U. Vu son écriture, 1, moins 1, il est auto-adjoint manifestement. Et il est unitaire par construction, et on l'avait vérifié. Voilà. Et une autre façon, vu qu'on a calculé les valeurs propres, de toute façon, on a vu que les valeurs propres, c'était 1 et moins 1. Donc, il existe une certaine base dans laquelle, justement la base des vecteurs propres qu'on ne nous demandait pas de calculer, mais qu'on a calculé quand même, dans la base des vecteurs propres, UH, il s'écrit comme ça. Et donc, évidemment, si vous mettez ça au carré, enfin, si vous appliquez... Enfin, oui, si vous le mettez au carré, ça se voit que c'est égal à 1. Ça. Bon, enfin bref. De 1000 façons, il est évident. Donc, si on part de 0, on arrive à plus. Du coup, si on applique à plus, on retourne à 0. Bien. Alors, on introduit enfin l'opérateur phase. Donc, on a vu l'opérateur négation, l'opérateur d'Adama. Voici maintenant l'opérateur phase, défini pour un angle phi entre 0 et 2π, de pi non inclus, donné par, alors, l'opérateur phi, je le note comme ça, hein, qui dépend de petit phi, est égal à 1, 0, 0, e puissance i phi. Vous voyez que cet opérateur, en fait, déphase, enfin, modifie une combinaison linéaire de mes bits de base 0 et 1 en mettant une phase phi, en rajoutant une phase phi sur le deuxième. Bon, en tout cas, voilà on va voir ce qu'on en fait. Donc, ça, c'est écrit dans la base 0,1, toujours. Et toujours attention, si vous écrivez un opérateur sous forme de matrice, il faut préciser la base, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Montrer que cet opérateur est bien un opérateur d'évolution pour le qubit, mais ne peut pas, en général, représenter une observable. Ah. Alors, est-ce que c'est bien un opérateur d'évolution? Ça veut dire que c'est bien un opérateur, voilà, un opérateur unitaire. Donc, calculons son adjoint. Eh bien, son adjoint, c'est le transposé conjugué, donc puissance moins i phi. Déjà, en voyant son adjoint, on voit que, de manière générale, ça ne peut pas représenter une observable. Pour être une observable, il faut qu'il soit auto-adjoint. Il n'est auto-adjoint, c'est-à-dire que ça égale ça, que si E puissance i phi, donc grandeur physique, enfin observable, pardon, si et seulement si E puissance i phi égale E puissance moins i phi. Et ça, c'est vrai quand? Alors, si phi égale 0, bien sûr, et si phi égale pi aussi. Hein? Si vous voulez, ça veut dire que E puissance 2 i phi est égal à 1. Donc,
enfin, plus tous les multiples de pi, mais on a restreint phi à être entre 0 et 2 pi, donc c'est les deux cas possibles. Donc, sauf dans ce cas particulier, et si c'est le cas, du coup, c'est quoi la matrice? La matrice, c'est avec ici, donc si phi égale 0, c'est la matrice identité, et si phi égale pi, c'est la matrice diagonale 1 moins 1, c'est-à-dire c'est sigma 3. Bon. Donc, sauf dans ces cas-là, ça, c'est pas du tout une observable. Mais c'est un opérateur d'évolution, parce que si je fais phi croix, à l'évidence, ça me fait 1, 1, 0, 1. Il suffit de faire le produit. Et donc, on a bien une matrice unitaire. Donc, c'est un opérateur d'évolution. Il est possible de faire évoluer le système comme ça. Donc, vous voyez, depuis le début, on tourne toujours un peu autour du fait que, enfin, il ne faut pas confondre opérateur d'évolution et observable physique. Toute matrice unitaire n'est pas forcément auto-adjointe. Toute matrice auto-adjointe, évidemment, n'est pas non plus forcément unitaire. Mais il y en a qui sont unitaires et auto-adjointes. On a vu le cas des matrices de Pauli, qui sont donc à la fois, qui représentent une grandeur physique, en l'occurrence, pour un spin ennemi, ce qu'on appelle la composante du spin dans une direction. Mais si vous prenez un qubit d'un autre type, par exemple, vous savez qu'un photon peut faire un qubit avec ses deux états de polarisation, à ce moment-là, il ne s'agit pas du tout du spin. La matrice de Pauli, elle représente autre chose. Mais elle représente une grandeur physique associée au qubit, au photon en l'occurrence. Et donc, c'est à la fois, les matrices de Pauli sont à la fois associées à des grandeurs physiques et des opérateurs d'évolution, donc peuvent être associés à un environnement qui fait évoluer le bit d'une certaine façon. OK. On en est où? Voilà, donc montrer que cet opérateur est bien un opérateur d'évolution, mais ne peut rejoindre. Hein? Très bien. Alors, dixièmement, rappelez pourquoi un ket représentant un état quelconque du qubit peut toujours se mettre sous la forme suivante. OK, bon, ça aussi, c'est vraiment du cours de base. Ça, en fait, c'est... Au départ, c'était un examen, c'est un partiel d'une année précédente. Donc, il y a des questions vraiment triviales pour donner des points à tout le monde qui a un petit peu regardé le cours. Donc, bon, du coup, là, quand on les fait, c'est un peu idiot, mais c'est pas grave, on y va jusqu'au bout. Rappelez pourquoi un ket représentant... Voilà, donc pourquoi on peut toujours écrire le ket sous la forme qu'on nous donne. Je vais partir d'un ket le plus général possible, avec alpha et bêta dans C. Donc, cet état physique, il est défini à une constante près. Donc déjà, je peux le normer et dire donc que module de alpha carré plus module de bêta carré est égal à 1. Ce sera le même état physique si je divise tout ça par module de alpha, par racine de tout ça. Donc je suppose que c'est fait. Donc je peux imposer ça sans perdre de généralité sur les possibilités pour un état physique. Et puis ensuite, je peux aussi, en remultipliant par une phase globale, je peux faire en sorte que A soit réel. S'il ne l'est pas, enfin que alpha soit réel. Si alpha n'est pas réel, mais ça veut dire que c'est un nombre fois e puissance i d'un certain θ, je multiplie tout par e puissance moins i θ, et du coup maintenant il est réel. Donc en faisant ça, je peux dire là qu'il existe un certain θ tel que module de alpha égale cos θ, comme on a vu tout à l'heure, et module de bêta égale sin θ, puisqu'on a cette relation-là. Et donc, si alpha, par ailleurs, si j'impose qu'il soit réel, et ça ne me fait pas perdre la généralité sur les états physiques, je peux donc écrire que alpha, c'est cos θ. Donc, j'ai cos θ plus un truc dont la norme, dont le module est sin θ, et il a une certaine phase. Ben, j'appelle cette phase phi, et donc je peux l'écrire comme ça. Donc, voilà l'état le plus général. Enfin, voilà une écriture de l'état le plus général, l'état physique le plus général possible du qubit. Ah oui, mais on nous dit de le mettre à... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est vrai avec phi qui appartient à 0,2 pi. Et donc, je peux renommer θ, si j'écris θ' égale 2θ,
je peux écrire ça. C'est pas faux non plus, simplement maintenant, le θ' qui vaut donc... Ah non, pardon, θ' c'est θ sur 2. Ah non, à chaque fois je me plante. Oui? Ah, mais si, c'est pour ça alors, voilà. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et donc, voilà, c'est ça l'origine de mon erreur. Donc, c'est bien ça, et ça nous fait θ' entre 0 et pi. J'étais justement en train de tomber sur le problème. Entre 0 et 4 pi, ça n'avait pas de sens. Voilà. Donc, oui, merci. Il existe θ entre 0 et pi sur 2, puisque ces modules-là sont positifs. Très bonne remarque. Voilà. Donc, finalement, on peut écrire ça comme ça. C'est donc la forme la plus générale possible. Avec, cette fois, donc, le θ d'ici entre 0 et pi, et évidemment le phi entre 0 et 2pi. Alors on peut laisser pi dehors, sachant que la valeur pour phi égale 2pi est déjà couverte par la valeur phi égale 0, donc ce serait redondant. Ok. Alors, 11e, montrer qu'un tel état peut être obtenu en appliquant à partir de l'état 0 la série d'opérations suivantes, une porte d'Adamard, puis une opération phase d'angle θ, puis à nouveau une porte d'Adamard, et enfin une opération phase d'opérateur phi plus pi sur 2. OK. Eh bien, let's go. Donc on veut obtenir ça, enfin sans les primes, on veut obtenir ça, et alors on nous donne déjà la solution. Et on va juste vérifier que c'est vrai. Donc là, on est en train de faire des calculs sur des bits, sur des qubits, sur des bits quantiques. Si jamais on sait fabriquer ces portes logiques qu'on appelle donc la porte négation, la porte Hadamard, enfin, bref, ces opérateurs d'évolution qui font évoluer les états du qubit de 0 à 1, de 0 à plus, etc. Si on sait faire ça avec donc la porte Hadamard et la porte phase, ce qu'on va montrer là, c'est qu'on peut partir du bit 0 et d'arriver à n'importe quel état du qubit, juste en appliquant l'une après l'autre des portes spécifiques. Alors, donc on nous dit d'appliquer UH. Donc on part de 0. On applique UH, on obtient quelque chose. Ensuite, on applique alors phase d'angle θ, on obtient un autre truc. Et puis on applique à nouveau Hadamard, on obtient encore un autre truc. Et on applique une dernière fois phase, cette fois d'angle phi plus pi sur 2. Et là, on doit tomber sur l'état le plus général, enfin sur l'état particulier, psi égale cos θ sur 2, pardon, cos θ sur 2, 0, plus sin θ sur 2, E puissance i phi 1. Bon, bah, c'est du bête calcul, matrice de 2. Donc, UH, alors, ça, c'est l'opérateur 1, 0. UH, vous rappelez, UH appliqué à 0, ça on sait ce que ça donne. Ça donne plus, hein, on l'a déjà vu. Et donc ça, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc la première étape, c'est facile, on l'a déjà fait. La deuxième étape, donc il faut appliquer l'opérateur phase. Et je vous rappelle que l'opérateur phase, c'est celui-ci, E puissance I, alors à θ, E puissance I θ. Donc c'est ça appliqué à lui. Alors du coup, je le mets là et je fais le produit. Donc ça va me faire, donc première ligne, c'est 1 sur racine de 2 plus 0. Donc là, j'ai 1 sur racine de 2. Et deuxième ligne, j'ai E puissance I θ sur racine de 2. Donc voilà l'état du qubit après l'application de la porte d'Hadamard suivi de l'application de la phase θ. Et puis on remet un petit coup d'Hadamard,
Hop. Alors, un petit coup d'Adamar, c'est, je vous rappelle, 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1. Donc, c'est lui appliqué à lui. Donc, première composante, alors 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus e puissance iθ sur racine de 2. Donc, ça fait 1 demi de 1 plus e puissance iθ, c'est ça? 1 demi de 1, ouais. Et la deuxième, ça va être 1 demi de 1 moins e puissance iθ. Donc voilà l'étape intermédiaire numéro 3. Et maintenant, je réapplique une phase, un opérateur phase à ça. Alors l'opérateur phase, je vais le réécrire ici, c'est 1, 0, 0. Alors e puissance i phi plus pi sur 2. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant, on verra. En fait, je peux peut-être écrire... On est d'accord que e puissance i phi plus pi sur 2, c'est pareil que i e puissance i phi. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Puisque e puissance pi sur 2 et i pi sur 2, ça c'est i. Donc, bon. Donc voilà en fait l'opérateur phase, celui-ci. Donc appliqué à ce vecteur-là, ça me donne 1 fois lui plus 0 fois lui, donc 1 demi de 1 plus e puissance iθ. Et là, en bas, ça me donne 0 fois lui plus i fois lui, donc 1 demi de i moins e puissance iθ e puissance i phi, c'est ça? Non, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, et donc, on nous dit que ça, c'est ça. Alors, ça n'a pas l'air, mais attention, ça peut être à un facteur près. Ça doit être le même état physique. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça, c'est bien un certain nombre de fois ça. Alors, j'espère que c'est vrai, sinon on s'est trompé quelque part. Donc, allons-y. Alors, ça... c'est pas cos θ sur 2, mais c'est cos θ sur 2 fois ça sur cos θ sur 2. Donc le facteur, si ça c'est un certain nombre de fois ça, le certain nombre en question, c'est ça sur cos θ sur 2. Alors on va voir. Donc en fait, on va écrire ça, le 1 plus e puissance iθ. Vous êtes d'accord que c'est e puissance iθ sur 2 facteur de e puissance moins iθ sur 2 plus e puissance iθ sur 2. C'est pas faux, ça. Et là, vous reconnaissez 2 fois le cos. Donc ça, en fait, c'est 2 e puissance iθ sur 2 cos θ sur 2. Ah, c'est déjà plus sympathique. Donc, le vecteur auquel on est arrivé par l'application de UH puis phi de θ puis UH puis phi de pi sur 2, de phi plus pi sur 2, c'est en fait le vecteur, donc je vais faire égal, enfin ce truc-là là en vert, c'est égal à 2 e puissance iθ sur 2 cos θ sur 2. Ça c'est la première composante. Et la deuxième, ben, on va mettre en facteur ça aussi, et on va voir que effectivement, ben, ça marche. C'est-à-dire que, bon, j'efface ça, les étapes intermédiaires, j'ai juste besoin d'un peu de place. Je délimite ce nouvel espace-là. Donc ça, pareil, ici, je peux mettre e puissance iθ sur 2 en facteur. Donc j'ai 1 demi de i e puissance iθ sur 2, facteur de e puissance
moins I θ sur 2 moins E puissance I θ sur 2. Le tout fois E puissance I phi. Ça, c'est la composante Y, d'accord? Enfin, la composante, celle-là, la deuxième. Et ça, c'est sympathique parce que ce truc-là, c'est moins 2i sinus θ sur 2. C'est vrai, ça? Ah, donc il y a un facteur 2. On a un problème de facteur 2, c'est où? Oui, mais on doit avoir un 2 là. Ah, celui-là? Ah oui, merci. Merci. C'est bien ça. D'accord. Oui, j'avais oublié le 1,5 là. Très bien, très bien. Donc c'est ça en fait. Ok, et là ce qu'on voit, c'est qu'en fait la deuxième composante ici, qui a l'air un peu bizarre, mais en fait elle n'est pas si bizarre que ça dès lors qu'on met E puissance I θ sur 2 en facteur, puisqu'on trouve ici, en fait, justement, tout ça, tout ça là, bah, c'est sin θ sur 2. D'accord? Moins I fois I, ça fait 1, voilà. Et donc, en fait, ça, c'est E puissance I θ sur 2, sin θ sur 2, E puissance I phi. Oui! Donc, vous voyez qu'on a effectivement été capable de produire cet état-là. Alors, en fait, on a produit cet état-là fois E puissance I θ sur 2. Bon, bah, d'accord. C'est juste une phase. Mais l'état physique associé au système, c'est-à-dire si vous faites une mesure de n'importe quoi sur le qubit dans cet état-là, ça donnera la même chose, les mêmes résultats avec les mêmes probabilités que si vous faisiez la même mesure sur un qubit dans l'état avec fois ça. Donc c'est le même état physique pour toute étude qu'on puisse, enfin pour toute opération qu'on puisse faire sur lui. Eh bien, c'est sympathique. Donc on a montré effectivement qu'à partir d'un bit préparé dans un état donné qui était notre état de référence de départ, en partant de ça, juste avec des portes phase et des portes Hadamard, on peut produire n'importe quel état du qubit de façon déterministe. D'accord ? C'est pas je fais un truc et ah, j'ai de la chance, l'aléatoire quantique a fait que je suis tombé sur tel état. Ça, je peux toujours le faire. Mais là, c'est déterministe. Je pars d'un état, je fais une suite d'opérations parfaitement maîtrisées, je sais ce que je fais, et je sais dans quel état j'arrive. Donc le qubit que j'ai fait évoluer comme ça se retrouve dans un état qui peut... Enfin, ça veut dire que je peux préparer n'importe quel état à ma guise. En partant d'un état que je connais. Donc si j'initialise mon qubit à 0, alors pour initialiser le qubit, ça c'est facile. Il suffit que je fais une mesure dont 0 est un état propre, par exemple le spin suivant Z. Alors j'ai une chance sur... Enfin, je peux trouver plus, je peux trouver moins, ça dépend de l'état de départ. Bah, si je trouve moins, je le rejette et je garde ceux où j'ai trouvé plus. Si j'ai trouvé plus, maintenant, donc je sais que j'ai un état 0 à coup sûr. Et là, je peux produire à partir de cet état n'importe quel état du qubit à volonté en appliquant simplement l'opérateur phase et l'opérateur Hadamard. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est l'heure, c'est ça? C'est passé déjà? Ah mince! Bon, c'est la fin de cet exo, du coup, on va s'arrêter là. Juste, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas un commentaire supplémentaire? Non. Bon, bah alors, voilà. Ça close TD. Et on finira... Enfin, ce sera donc peut-être pas moi, probablement pas moi. Enfin, on verra. Je ne sais pas. La semaine prochaine, il y aura le grand 3 sur l'intrication, avec un peu d'intrication. OK. Bon, eh ben, à bientôt. Bonjour. Alors, changement de décor. On n'avait pas terminé le TD numéro 2 de cette année 2019-2020 qui porte sur des opérations élémentaires sur les qubits en classe. Et donc, je le complète ici. Il restait une partie à traiter, donc je la rajoute à la vidéo précédente. Alors pour moi, la vidéo précédente date d'une semaine, donc je ne sais plus trop ce qu'on avait fait. On va voir, on va prendre la suite. Donc c'est un grand 3 de ce TD
action sur 2 qubits et intrication. Donc on avait vu, oui, on avait vu des opérateurs d'évolution portant sur 1 qubit, dont on avait vu qu'elles pouvaient se représenter en fonction de certains paramètres, donc 2 paramètres réels, et ici un vecteur unitaire à 3 dimensions dans l'espace réel. Et on avait vu que tout opérateur d'évolution, donc opérateur unitaire dans cet espace dimensionnel, cet espace de Hilbert de dimension 2, pouvait s'écrire comme ceci, puissance I alpha, cos bêta fois l'identité, plus I sin bêta fois donc sigma, le vecteur formé des matrices de Pauli scalaire U, voilà toutes les formes. Et puis on avait vu quelques exemples particuliers, avec en particulier, ce qu'elle veut dire, l'opérateur de Hadamard, UH, qui s'écrivait comme 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1, et puis les opérateurs phase, phi de phi, qui s'écrivait comme 1, 0, 0, E puissance I phi, voilà. Donc représenté dans notre base de référence, la même qu'on utilise depuis le début, 0, 1, peu importe, 2 états. Et donc voilà les opérateurs tels qu'ils s'écrivent dans cette base-là. Et alors, pour ceux qui sont en train de voir la vidéo, c'était il y a 2 minutes. Pour moi, c'était donc il y a 1 semaine. Mais donc, je me souviens qu'on avait montré qu'en fait, on pouvait obtenir n'importe quel état de l'espace de Hilbert de dimension 2, donc, dont de manière générale, on sait qu'il peut s'écrire en développement sur cette base-là, cos θ sur 2, 0, plus sin θ sur 2, E puissance I phi 1, d'accord, avec θ entre 0 et pi, et phi entre 0 et 2pi. Donc tout état de l'espace de Hilbert peut se mettre sous cette forme-là. Eh bien, on peut obtenir n'importe lequel de ces états en appliquant, à partir de l'état 0, la suite d'opérateurs, opérateurs d'Adamard, puis une phase. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup que je le réécrive. Bon, peut-être pas, vous l'avez vu, c'était il y a 2 secondes dans la vidéo. Donc on fait l'opérateur d'Adamard, une phase, un autre opérateur d'Adamard, une autre phase, et on peut tomber à partir de 0, on peut tomber là-dessus. Ça veut dire qu'on est capable de manipuler les qubits et de fabriquer n'importe quel état que l'on veut, si on sait réaliser ces opérateurs-là, qui sont des vrais opérateurs d'évolution, c'est-à-dire qu'on peut vérifier, on l'avait fait bien sûr, que ce sont des opérateurs unitaires, donc qui peuvent très bien s'implémenter comme des processus physiques s'appliquant à notre qubit, quelle que soit d'ailleurs sa nature. Alors, donc voilà, on a fait ça, c'était intéressant en soi, et donc vient maintenant ce grand 3, la troisième partie de ce TD, action sur 2 qubits et intrication. Alors dans cette partie, on considère 2 qubits, Q1 et Q2, très bien, formant conjointement un système décrit par un espace des états global obtenu comme le produit tensoriel des 2 espaces individuels. Donc ça, on se souvient, je vous renvoie au cours, on se souvient comment former l'espace des états d'un système composé de 2 sous-systèmes, ou de 3 ou de 12. C'est donc par produit tensoriel. J'ai donné dans le cours la définition de ce produit tensoriel. C'est la seule façon de combiner des espaces de Hilbert pour en faire un autre, en respectant donc les propriétés de linéarité et l'action des opérateurs, etc. Donc ça, c'est un résultat mathématique très très important. Et la construction de ce produit tensoriel est très simple. Donc je vous renvoie au cours pour ça. Alors, on rappelle qu'une base naturelle de l'espace H est formée par les vecteurs orthonormés suivants. Voilà, donc une base possible formée sur une base comme ça pour le premier opérateur, et sur une base similaire. Alors évidemment, ce n'est pas le même état, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le même type de système, mais vous associez 2 qubits, 2 sous-systèmes, dont l'espace des états est de dimension 2, vous appelez, alors je devrais appeler 0 de 1, 0 et 1 de 1, les états de base associés, enfin,
les états de une base associée au premier qubit, 0, 2, 1, 2, les états de une base associée au deuxième qubit, eh bien, on sait qu'on a qu'une base de l'espace produit tensoriel, c'est-à-dire de l'espace des états du système global, c'est 0, 1, 3, 0, 2. Donc c'est un espace des états dont la dimension est le produit des dimensions des sous-espaces. Donc 2 fois 2, c'est 4. Donc il va y avoir 4 vecteurs de base. Donc voilà les états. Enfin, voilà une base possible, tout à fait naturelle. Pardon. 1. Ah, oui, si c'est ça. 3, donc 0 pour le 2 et 1 pour le 1, 3, 1 pour le 2. Voilà donc une base naturelle que l'on préfère noter évidemment pour des raisons de concision. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Voilà, c'est la même base, c'est juste écrit de façon un peu moins explicite. Mais ce qui est important ici de noter, c'est que ce 1-là et ce 1-là, ce n'est pas la même chose. Ce 1-là et ce 1-là, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est le 1, c'est-à-dire un état de base choisi pour le système 2, qui n'est même pas nécessairement le même type de système que le système 1. Alors, pour faire des états intriqués du type de ce qu'on va considérer, c'est plus naturel d'avoir, par exemple, 2 électrons ou 2 photons, mais ça peut être un électron et un positon. Et puis ça peut être en fait n'importe quoi, à moins qu'il y ait des règles spécifiques de la physique quantique qui empêchent d'associer, de faire des systèmes conjugués à partir de ces sous-systèmes, des choses qu'on appelle des règles de supersélection, des choses comme ça, mais vous n'avez pas du tout besoin d'entrer dans ces choses-là. Mais souvenez-vous bien que c'est pas parce que je les note pareil qu'ils correspondent au même état. Je peux d'ailleurs choisir pour le deuxième sous-système, non pas la base, par exemple, la base plus Z, moins Z, si on a un spin ennemi, avec ici le spin orienté suivant UZ et là le spin orienté suivant moins UZ. Je peux utiliser cette base-là pour l'un et puis pour l'autre, plus X, moins X, ou plus dans une direction U et moins dans la direction U. Ça peut être vraiment des choses très différentes. Mais néanmoins, j'ai le droit de noter 0,1 la base du premier qubit, 0,1 la base du deuxième qubit. Et si je considère le système, les 2 qubits ensemble, eh bien voilà une base possible qui est la base naturelle construite à partir de ces bases-là dans l'espace de Hilbert conjugué. Donc voilà comment on note cette base ici. Et on n'a pas besoin d'autre chose à ce stade. Alors, rappelez la définition d'un état intriqué et d'un état séparable. Donc ça, c'est évidemment très important de s'en souvenir. Ce qu'on appelle état intriqué, en fait, c'est un état non séparable. Donc on va commencer par dire ce que c'est qu'un état séparable. Un état séparable, c'est un état dans lequel, enfin, que l'on peut écrire sous la forme un certain état pour le premier qubit, croît un certain état pour le second qubit. Ben voilà, tout simplement. Alors ça, c'est un état non intriqué, séparable, ça aussi, hein, puisque ça, c'est comme on l'a dit, ça, ce n'est rien d'autre que ça. Donc il y a un certain état pour le premier, croît un certain état pour le deuxième, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc chacun de ces 4 états sont des états séparables. Et puis, toute combinaison linéaire, en fait, l'ensemble des états séparables peuvent s'écrire de cette façon-là. C'est alpha 0 pour 1 plus bêta 1 pour 1. Donc ça, c'est un état quelconque pour le premier sous-système. Croît un état quelconque pour le deuxième sous-système. Gamma 0 pour 2 plus delta 1 pour 2. Avec alpha, bêta, gamma, delta absolument quelconque. Alors si on veut que l'état soit normé, ok, il faut que la somme des modules au carré fasse 1, mais sinon ils sont quelconques dans C. Donc voilà en fait un état séparé le plus général, c'est-à-dire n'importe quel état pour le premier sous-système, n'importe quel état pour le deuxième sous-système. Mais le point clé, c'est que dans les états du système global, c'est-à-dire dont une base est ça, il y a, donc l'ensemble des états possibles, c'est toutes les combinaisons possibles de ces 4
vecteurs de base, 4 états de base, 4 états pardon, de base. Et parmi donc, ces combinaisons linéaires, il y en a qui ne peuvent pas se mettre sous cette forme-là. Eh bien, quand ça ne peut pas se mettre sous cette forme-là, on dit que l'état est intriqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier l'état de l'un et l'état de l'autre. On peut juste dire, voilà l'état du système global. Et ce n'est pas qu'on ignore l'état individuel de chacun des qubits, c'est qu'il n'y a pas d'état individuel de chacun des qubits. Bien, donc ça on l'a montré aussi dans le cours, c'est juste un rappel de ce qu'on entend par état intriqué et état séparable. Alors, soit un opérateur d'évolution U1 agissant sur le premier qubit au sein de H1, donc là on a un opérateur d'évolution ici, et puis un opérateur d'évolution U2 qui agit sur le deuxième qubit, et on forme le produit tensoriel. Alors, on va rappeler que le mot produit tensoriel est utilisé pour les vecteurs, pour les espaces vectoriels et pour les opérateurs. Donc on forme l'opérateur U1 croix U2 qui va agir sur l'espace global. Hein, et vous vous rappelez par définition l'action de cet opérateur-là, qu'on note comme ceci, c'est que s'il agit sur un espace séparable, justement, sur un phi1 croix phi2, eh ben, son action, par définition, c'est U1 appliqué à phi1 croix U2 appliqué à phi2. Vous notez au passage que appliqué à un état séparé, ça donne à nouveau un état séparé, de fait. C'est ça pour le premier, je crois ça pour le second. Bon, bref, une remarque en passant. Alors, soit un opérateur, en rappelant le résultat de l'action de l'opérateur produit tensoriel sur un état représenté par le quête phi1, phi2, bah c'est exactement ce que je viens de faire, justifier qu'en agissant de manière séparée sur les qubits individuels, il n'est pas possible de créer des qubits intriqués. Incroyable. Bon, c'est exactement ce que je viens de faire. Je croyais que c'était un aparté sur le... J'ai complètement oublié cet énoncé. Donc voilà. Donc effectivement, vous voyez que cet opérateur-là, où vous avez un opérateur qui agit sur l'un et l'autre qui agit sur l'autre, si vous partez d'un état non intriqué, il va rester non intriqué, il n'y a rien à faire. Ok, l'exploitation de la puissance potentielle des ordinateurs quantiques nécessite de manipuler plusieurs qubits dans des états intriqués. Pour réaliser un état intriqué à partir d'un système de 2 qubits qui sont au départ dans un état séparable, on peut utiliser une porte logique appelée C-note. C-note. Donc non, mais ça veut dire contrôler. Controlled, avec l'accent note. Donc ça, c'est la porte non, mais contrôlée par le premier bit. Donc il s'agit d'un opérateur d'évolution qui agit sur le système de la manière suivante. Si le premier qubit se trouve dans l'état 0, alors il laisse le deuxième inchangé. Et si le premier qubit est dans l'état 0, cette porte ne fait rien. Si le premier qubit est dans l'état 1, c'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est contrôlé, si c'est 0, ça ne fait rien. Si c'est 1, alors ça fait quelque chose. Et ça fait quoi? Eh bien, ça fait note sur le deuxième. C'est-à-dire, alors je suppose qu'on... Autrement dit, la porte C-note agit sur le second qubit, soit comme l'opérateur identité, soit comme l'opérateur UN. Alors, celui qu'on avait écrit donc, dans la première, pour moi la semaine dernière, pour vous, dans la première partie de la vidéo, c'est l'opérateur qui échange, en fait, qui correspond à la matrice sigma x de Pauli, la première matrice de Pauli, qui échange l'état du haut en état du bas, l'état du bas en état du haut, donc qui échange le 0 en 1 et le 1 en 0. Donc, déterminer le résultat de l'application de la porte C-note sur les 4 vecteurs de base. En fait, en déterminant ça, on va trouver tout de suite exactement, ça va permettre de comprendre vraiment ce que fait cette porte-là. Eh bien, alors, donc, si on part de 0, 0, le premier vaut 0, donc on ne fait rien.
Donc ça donne ça. Le deuxième vecteur de base, c'était 0, 1. Le premier ici, le premier bit, celui qui contrôle, le bit de contrôle, si vous voulez, fait 0, donc il n'y a rien à faire, puisqu'il est dans l'état 0. Donc s'il n'y a rien à faire, ça redonne le même vecteur. Si maintenant il vaut 1 et qu'on part de 1, 0, alors c'est lui qui contrôle. Là, il est dans l'état, oui, il y a quelque chose, donc on fait basculer le deuxième. Donc, le premier, c'est juste le bit de contrôle. Donc, on le laisse tel qu'il est. Simplement, le deuxième bit est basculé si et seulement si le premier est 1. Donc, voilà. Et si on part de 1, 1, eh bien, le premier est 1. Donc, il va falloir faire quelque chose sur le deuxième. Et le quelque chose, c'est changer la 1, 0 et 0, 1. Donc, voilà l'application de la porte C-note sur les deux qubits. Est-ce qu'on nous demande de la représenter? Ben oui, allons-y. Alors, la représentation matricielle de l'opérateur correspondant, on notera un U C-note, sans blague. Voilà. Alors, premier vecteur de base, écrit dans la base, dans la même base, ben voilà, c'est lui-même. Donc, il est valeur propre de C-note pour la valeur propre 1. Le deuxième aussi, il donne lui-même. Mais alors, le troisième, il donne le quatrième. Donc voilà, hein, U C-note appliqué à lui donne lui, donc voilà, et appliqué au quatrième, il donne le troisième. Donc voilà, voilà la représentation matricielle dans la base 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 de l'opérateur C-note. Très bien. On part du système des deux qubits dans l'état initial 0, 0. Maintenant, on va manipuler ces deux qubits ensemble. Donc, on part de 0, 0, ce qui est un état donc séparé. Le premier qubit dans l'état 0, le deuxième qubit dans l'état 0. Très bien. Montrer que l'application de l'opérateur d'Adamard sur le premier qubit, laissant le deuxième qubit inchangé, suivi de l'application de la porte C-note sur le système global, conduit à un état intriqué du système que l'on explicitera. Donc, vous voyez, on a nos deux qubits dans un état séparé, chacun vit sa vie, lui est dans l'état 0, lui est dans l'état 0, le premier est dans l'état 0, le deuxième est dans l'état 0. On applique sur le premier, donc on ne touche pas au deuxième, sur le premier on applique une porte d'Adamard, donc vous vous rappelez que la porte d'Adamard, donc elle applique sur le premier 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1, et donc si le premier part de 0, l'état 0 c'est celui-là, hein, dans la base, toujours dans la base 0, 1, donc c'est le premier vecteur. Si on applique ça, oui d'ailleurs on l'avait vu, on obtenait UH0, on obtenait l'état qu'on avait appelé plus, hein, qui est simplement 0 plus 1 sur racine de 2, hein, normalisé comme ça. Donc si on applique effectivement la porte d'Adamard sur le premier qubit sans toucher au deuxième, on arrive à quoi? Ben, on arrive à ça, croix 0. Hein, donc on arrive à 0, je vais le noter en toutes lettres parce que c'est la première fois qu'on voit ça explicitement, croix 0, donc ça c'est l'état du premier qubit et ça c'est l'état du second, hein, puisque ça en fait, à nouveau très explicitement, ce n'était rien d'autre que cet état-là. Donc j'applique la porte d'Adamard sur celui-là, c'est-à-dire je le transforme en ça sans toucher à l'autre, donc je suis dans cet état-là, que je peux réécrire en développant ici. Donc c'est 0, 1, croix 0, 2 sur racine de 2, plus 1, 1, croix 0, 2 sur racine de 2. Bon, quand vous avez un peu plus l'habitude, vous pouvez écrire directement, hein, simplement en voyant ça, ça, croix 0, vous pouvez écrire directement sous forme un peu plus condensée, 0, 0, plus 1, 0, sur racine de 2. Donc voilà le résultat de l'application de la porte d'Adamard. Donc ça, c'est écrit comme ça, il a l'air d'être séparé. Non, c'est bien un état qui il a l'air d'être intriqué. Non, pas du tout, il n'est pas intriqué, c'est bien l'état séparé. Vous voyez, vous pouvez mettre le 0 en facteur. C'est exactement ce qu'on a fait. On l'a obtenu comme ça. Donc un état bien défini pour le premier, croix un état bien défini pour le second. Il se trouve qu'il s'écrit comme ça, cet état, mais il n'est absolument pas intriqué à ce stade. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va appliquer sur cet état la porte C-note dont on vient de parler ici.
Alors allons-y, appliquons à cet état la porte C-note. La porte C-note est évidemment, comme tous les opérateurs d'évolution, un opérateur linéaire ici. Donc l'application de cette porte à cet état-là, c'est juste la somme de l'application à celui-là plus l'application à celui-là, enfin, divisé par racine de 2. Donc ça va nous faire, si j'applique C-note à ça, je le mets ici, le 0, 0 va rester lui-même. Donc ça va me faire 1 sur racine de 2, 0, 0. Et le 1, 0 va devenir 1, 1. Et ben voilà, plus 1, 1. Donc voilà l'état final produit. Et lui, il est intriqué. Lui, il est absolument impossible de trouver un état pour le premier et un état pour le deuxième, hein, comme on peut le vérifier immédiatement. Donc voilà l'état qu'on obtient. C'est tout ce qu'on nous demandait. La question suivante, qui porte le numéro 17 et qui est la dernière, c'est, donc vous voyez, hein, si jamais on sait faire une porte C-note, avec la porte d'Adamar, dont on a déjà dit qu'on savait la faire, ça c'est une porte qui porte sur, enfin c'est le cas de le dire, une porte qui porte juste sur un qubit, eh bien on sait finalement intriquer des états et fabriquer par exemple cet état-là avec donc Adamar. Donc, ça, finalement, ce n'est rien d'autre que UC-note fois U Adamar pour le premier, hein, que je peux expliciter avec l'opérateur promu comme ça. Tout ça appliqué à un quête de départ 0, 0. État séparé. Voilà, donc je fabrique un état intriqué comme ça. Et donc la question 17, c'est proposer de même une procédure impliquant ces mêmes portes et permettant d'obtenir l'état intriqué appelé singulet, qui est donné ici. Cette fois, ce qu'on veut produire, c'est cet état-là, plutôt que celui-là. Bon, bah alors comment on va faire ? En fait, pour avoir le moins au lieu du plus ici, il faudrait qu'on ait le moins là au lieu du plus, et ça ferait l'affaire. Et comment avoir le moins là? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait 1 sur racine de 2, 0, 0, moins 1, 0. Donc, oui, et ça, c'est 1 sur racine de 2, 0, moins 1, le tout croix 0. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que la première étape nous donne ça. Alors, ça, c'est ce que donnerait... Donc ça, c'est l'état moins qu'on a noté dans la première partie. C'est ce que donnerait la porte d'Adamar appliquée au bit 1, en fait. Donc, voilà, je propose une possibilité, c'est de garder le même opérateur, mais au lieu de partir de le premier bit dans l'état 0, le deuxième bit dans l'état 0, on part du premier bit dans l'état 1 et le deuxième bit dans l'état 0. Appliquer la porte d'Adamar juste sur le premier bit sans toucher au deuxième, ça va nous porter dans cet état-là, hein, puisqu'on a vu que Adamar, enfin UH, appliqué à 1, c'est bien ça. Voilà, je vais noter moins. D'accord ? Donc, Adamar appliqué à ça, ça donne ça, qui n'est rien d'autre que ça, bien sûr. Et ensuite, C-note appliqué à ça, ça donne. Ça ne change pas lui. Et lui, ça le change en lui. Donc, on obtient bien ça. Bon, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein, donc, vous voyez qu'en fait, cet opérateur magique, là, si je puis dire, c'est-à-dire d'abord Adamar sur le premier qubit, puis le C-note sur l'ensemble des deux qubits, va produire un état intriqué, celui-ci si on part de 0, 0, ou celui-là si on part de 1, 0. Et partir de 0, 0 ou de 1, 0, c'est très facile, hein, parce que ça, c'est les deux qubits. Quand un état séparé, c'est très facile. C'est-à-dire, par exemple, vous faites une mesure, si le 1 correspond à spin dans la direction Z, vous faites une mesure du qubit numéro 1 dans la direction Z, vous pouvez trouver plus, donc c'est-à-dire l'état 1 ou 0, l'état moins, enfin, vous prenez la convention que vous voulez. Donc,
si vous mesurez à partir d'un état quelconque, vous allez trouver de temps en temps celui que vous voulez, de temps en temps celui que vous ne voulez pas. Bah, vous le refaites tant que vous ne trouvez pas l'état que vous voulez. Donc vous pouvez préparer votre qubit numéro 1 dans l'état que vous voulez, 1 ou 0. Il suffit de mesurer puis d'attendre que ça vienne. Ou alors vous pouvez aussi, si vous ne tombez pas sur le bon résultat, vous pouvez simplement appliquer un opérateur, celui qu'on a vu avant, l'opérateur note. Hein. Si vous n'êtes pas tombé sur le bon, vous appliquez l'opérateur note, c'est-à-dire vous mettez une petite impulsion en général, soit lumineuse, soit magnétique pour le faire basculer. Enfin, quoi que ce soit, vous pouvez toujours fabriquer l'état que vous voulez pour chacun des qubits individuellement. C'est ça que je voulais dire. Donc, fabriquer cet état-là, c'est des états séparés, donc il n'y a aucune précaution à prendre. Vous fabriquez chacun comme vous voulez. Fabriquer cet état-là, c'est facile. Fabriquer l'autre, c'est facile. Pardon, il faut que je m'arrête. Et donc, il suffit de préparer votre système comme vous voulez. Ensuite, vous appliquez les portes. Et là, maintenant, vous avez des états intriqués. Et à partir de ces états intriqués, vous pouvez maintenant travailler. Mais alors, attention, la moindre mesure va perdre l'intrication. Si vous mesurez un des deux qubits, si vous trouvez 0, ça va éliminer ça, ou ça, et ça. Voilà, donc, la difficulté, c'est de maintenir le calcul quantique avec les qubits sur lesquels vous faites le calcul intriqués. Donc, c'est vraiment la difficulté de l'ordinateur quantique. Mais ce qu'on vient de voir là, c'est que fabriquer au départ les états intriqués dans l'état que vous voulez, en fait, c'est possible si vous disposez de ces portes logiques quantiques. Et donc, sachez qu'on sait le faire, effectivement. Hein, on sait fabriquer ce genre de portes. Donc, on sait fabriquer des états intriqués à volonté, si je peux dire. Bon, il faut de toute façon que je m'arrête. C'était la fin du TD, tant mieux. Eh bien, à la suite, je corrigerai un autre TD dès que je peux sur cette même chaîne. À bientôt.